On est mariés depuis 50 ans, d'un seul coup ne plus avoir sa femme, c'était un déchirement complet. J'étais intimement persuadé que j'étais le seul à savoir et pouvoir m'en occuper. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Sonotone, le podcast qui libère la parole autour des sujets du bien vieillir. Je suis Emeline et je travaille pour l'Inesti, une entreprise sociale aux valeurs humaines fortes qui a pour objectif de mettre le numérique au service du secteur médico-social. Dans ce podcast, on s'adresse aux familles, aux aidants, aux personnes âgées, aux professionnels, ainsi qu'à toutes les personnes qui s'intéressent de près ou de loin au sujet du vieillissement et de la fin de vie. À travers ce podcast, ce qu'on souhaite, c'est aborder tous ces sujets de manière apaisée, constructive et même positive. Je suis allée à la rencontre de monsieur Axel Cauchois, mari de madame Sophie Cauchois, 70 ans, qui vit aujourd'hui au sein de l'EHPAD Grand-Bon Pasteur à Bordeaux. Victime d'une maladie neurodégénérative depuis plus de 10 ans, elle a d'abord intégré des accueils de jour pour finalement être intégrée à temps plein. Monsieur Cauchois nous raconte comment il a découvert la maladie de sa femme et tout son cheminement personnel pour surmonter ces épreuves. Il insiste sur l'importance de se faire aider et de ne pas culpabiliser et nous explique comment il s'est créé une nouvelle vie sociale au sein de l'EHPAD. Allez, branchez votre sonotone, c'est parti. Bonjour monsieur Cauchois, je suis ravie d'être là aujourd'hui avec vous. Vous êtes un proche qui vient visiter en EHPAD. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre histoire et nous dire qui vous êtes pour commencer ? Alors c'est une longue histoire, puisque ma femme, qui a aujourd'hui 70 ans, est malade depuis plus de 10 ans. Avec une double entrée, elle a une maladie neurodégénérative et elle a une entrée psychiatrique également. Donc depuis 10 ans, elle est accompagnée, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'occupaient d'elle à la maison. Et moi, j'étais à 10, 20, 30% de mon temps avec elle. Et puis petit à petit, je passais à 100% de mon temps. Et puis il y a 2 ans et demi, elle a fait un malaise brutal. J'ai dû appeler, d'abord j'ai cru que c'était fini, clairement. Donc j'ai vu qu'elle était encore, j'ai mis en position de sécurité, etc. J'ai appelé les pompiers et elle est partie. C'est pas les pompiers que j'ai appelés, c'est le SAMU exactement qui est arrivé, avec un médecin tout de suite. Et elle est partie en hôpital, elle est restée 3 semaines, elle avait une bactérie dans le sang qui est montée à la tête, au cerveau et au cœur. Donc qui ont fait que tout le corps médical, comme les assistantes sociales à l'hôpital, m'ont dit « Monsieur, votre femme chez vous, c'est fini ». C'était il y a 2 ans et demi, Covid, trouver un EHPAD en plein mois d'août. Ça a été difficile, finalement un EHPAD a bien voulu la prendre. C'était un peu loin de la maison, c'était à 40 minutes de la maison, mais elle a été prise. Et là c'était, je dirais, un combat très 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 difficile. Alors très difficile, pourquoi ? Parce que elle était bien, parce qu'elle était prise en charge. Elle était à ce moment-là autonome, c'est-à-dire qu'elle marchait, elle était complètement autonome. Et moi, c'était un déchirement complet. On est mariés depuis 50 ans, d'un seul coup ne plus avoir sa femme. C'était très lourd, et d'autant plus que j'étais intimement persuadé que j'étais le seul à savoir et pouvoir m'en occuper. Donc la déconvenue vis-à-vis de l'EHPAD, où les gens n'étaient pas à ses petits soins comme moi je l'étais, a été très 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 dur à faire, et je me mettais un petit peu agressif clairement avec les gens de l'EHPAD, parce que j'estimais qu'ils ne faisaient pas leur job. Donc ça n'a pas été facile. Clairement, l'entrée en EHPAD, c'est une épreuve. Ça a été quasiment du jour au lendemain en fait. Ah, ça a été du jour au lendemain, parce qu'elle est partie de la maison dans l'ambulance à l'hôpital. Elle a resté 3 semaines à l'hôpital, et de l'hôpital, elle est allée directement à l'EHPAD. Elle n'est pas passée par la case maison. Ouais. Et heureusement, par contre, ça aurait été une erreur si elle était passée à la maison. Et donc pour moi, ça a été un choc, c'est le ciel qui m'est tombé sur la tête. Après, c'était période Covid, donc je pouvais la voir que 2 fois par semaine.
La première fois où je suis allé la voir Covid, c'était dans une salle qui était une salle publique et c'était un petit coin qui avait été préparé par des bibliothèques, donc aucune intimité. Et moi j'ai expliqué à l'infirmière responsable que j'allais prendre ma voiture, m'arrêter et pleurer parce que c'était lamentable la manière dont je pouvais la voir. Je lui ai dit, écoutez, moi, on a besoin d'être seuls, tous les deux. Je veux bien respecter les gestes barrières. Mais bon, ça s'est arrangé. Voilà, et après, au bout d'un certain temps, ma femme a changé d'EHPAD. J'ai pu trouver un EHPAD plus proche et où là, elle est bien. Elle est bien. Et aujourd'hui, elle n'a plus aucune autonomie. Elle est ce qu'on appelle girin, c'est-à-dire en perte totale d'autonomie. Elle ne marche pas, elle ne se lève pas, elle ne tient plus debout. Donc en 2 ans, elle a perdu toute son autonomie. Ah, tout, elle a tout perdu, tout. Tout, et avant elle tenait une conversation, elle me répondait à peu près. Aujourd'hui, elle parle, elle va parler, elle est à côté de moi, peut-être que vous l'entendez. Elle parle, en fait maintenant elle a un comportement d'un enfant de 4 ans. Voilà. Et donc tout ça c'est dû à sa maladie. Alors c'est dû à sa maladie, c'est dû à l'évolution de sa maladie. Et l'évolution maladie, alors là, j'ai 2 choses à dire sur la maladie. La première, c'est qu'il n'y a pas de traitement. Il n'y a aucun traitement. Donc exactement la maladie qu'elle a, je n'en sais rien. Et c'est complètement égal, il n'y a pas de traitement. Alors c'est intéressant, je dirais, scientifiquement. Mais moi, égoïstement, ça ne me sert à rien. On continue à la voir, de voir des neurologues pour qu'ils puissent, eux, continuer leurs recherches. Parce que je comprends très bien. Mais il n'y en a aucun traitement. Aucun, d'accord. Non, il n'y a pas de traitement. Alors, le seul traitement qu'il y a, c'est de venir la voir régulièrement et qui fait que je repousse l'évolution. Alors, l'organisation que j'ai maintenant, c'est je viens la voir tous les jours. Je la fais dîner le soir, à la petite cuillère, parce qu'elle ne mange pas. Vous venez tous les après-midi jusqu'au soir. Je passe tous les après-midi avec elle. Et pour dire son degré d'autonomie, c'est que quand il a fait très chaud, elle avait un verre devant elle avec de l'eau. Elle avait soif, mais elle n'était pas capable de prendre le verre et de boire. Il y avait 2 choses. Il fallait qu'elle prenne la décision de boire. Elle ne la prenait pas. Et donc, elle ne prenait pas le verre dans la main pour boire. Et donc, moi, le fait de venir, c'est une simulation qui continue. Alors, elle est prise en charge, kiné, etc. Ça, c'est très bien. Ça se passe bien. Mais il faut être très clair. Mettre une personne, un proche, en EHPAD, c'est un déchirement à la fois pour le résident, la personne qui entre en EHPAD, et pour l'accompagnant aussi. C'est un changement radical. Ma femme n'est plus ma femme. C'est donc c'est profond comme déchirement. C'est lourd. Ouais. C'est lourd à vivre. Et vous nous avez parlé du fait qu'elle ait changé d'EHPAD. Comment ça se passe le transfert d'EHPAD en EHPAD ? Alors, comment ça s'est passé matériellement ? J'ai pris ma voiture, je l'ai mise dedans. J'ai cherché un EHPAD. Elle est au Grand Pont Pasteur. Je dis où elle est, à Bordeaux, c'est à Codéran. J'ai mis du temps à trouver parce qu'ils ont eu problème de Covid aussi, parce qu'il n'y avait pas de place. Puis dès qu'il y a eu une place, Vous habitez à côté, vous ? Moi j'habite, je viens à vélo et je mets 20 minutes pour venir. Alors, sauf quand il pleut comme aujourd'hui, où là je viens en voiture. Okay. Donc ça s'est fait très rapidement, pas de paperasse. Ah si, il a fallu faire. Non, oui, c'est assez facile en fait. Oui. J'ai prévenu l'EHPAD où elle était que je cherchais. D'accord. Je leur ai prévenu parce que j'estime qu'ils doivent le savoir. Et puis j'ai dit pourquoi. Je me suis expliqué avec le directeur de l'EHPAD. Voilà pourquoi. Maintenant je dis il y a une part. Moi j'ai eu du mal à accepter ce qu'elle soit en EHPAD. Et puis je lui dis pour moi il y a beaucoup de dysfonctionnements. Et donc ces dysfonctionnements se font au détriment du résident. Est-ce qu'ils vous ont donné peut-être une explication sur les dysfonctionnements dont vous parlez ?
Alors, je crois qu'il y a d'abord, il y a une explication. D'abord, un EHPAD, c'est pas facile. Le fonctionnement d'un EHPAD, quel qu'il soit privé, public, qu'il soit associatif, puisqu'il y a les trois, c'est franchement quelque chose de complexe. Et c'est pas compliqué, c'est complexe. Complexe, pourquoi ? Parce qu'il y a X résidents, 80, 100 résidents, et chaque résident est différent. Je vais donner un exemple très simple. Ma femme, quand elle est contente, quelqu'un s'occupe bien d'elle, elle tire la langue. Si je n'explique pas aux aides-soignantes que si ma femme leur tire la langue, c'est qu'elle est contente, l'aide-soignant ou l'aide-soignante va comprendre que ma femme se fout d'elle. Ce qui n'est pas du tout le cas. Donc il faut bien que les habitudes de chaque résident soient portées à la connaissance de chaque aide-soignant. Imaginez l'aide-soignant qui s'occupe gentiment, avec cœur, j'ai presque envie de dire avec amour de ma femme, et ma femme lui tire la langue. C'est terrible pour la personne. Alors ça me fait penser, j'ai mis en place un cahier des liaisons. Ici, dans l'EHPAD, avec ma femme, pour le sujet de ma femme, comment c'est venu, il y a eu cette histoire de langue, et puis un jour, je suis venu un dimanche, il y a la messe à l'EHPAD, à la chapelle, je viens à la messe avec elle, et en lui disant, en l'embrassant, je sens qu'elle sentait le café. Alors ma femme a horreur du café, horreur. Mais elle avait pris du café, on lui a donné. Bon, j'ai mis ce cahier de liaison, petit déjeuner, ma femme ne prend jamais de café. Et comme dans tous les EHPAD, il y a des rotations de personnel, il est assez difficile d'avoir, pour les aides-soignants, toute la liste. Une personne référente. Exactement. Alors, il y a une personne référente. Il y a une aide-soignante référente qui est habilitée, justement, à former un peu les autres. Mais là, l'aide-soignante référente, elle est là, mais elle est en formation. Tant mieux pour elle, je suis content pour elle. Ça veut dire que dans l'EHPAD, le premier EHPAD où est allée votre femme, on ne vous a pas demandé avant ou même au tout début quelles étaient ses habitudes de vie ? Non. Son histoire peut-être ? Oui, l'histoire, je l'ai un peu racontée. Si je puis dire, j'aime pas trop le verbe raconter, mais il faut bien expliquer. Quand j'ai vu le directeur de l'EHPAD, pourquoi j'étais candidat pour ma femme, en expliquant ce qui s'était passé. Donc toute son histoire. Alors l'EHPAD, où elle est arrivée, je dois le dire, a fait quelque chose de très bien. Pourquoi ? Parce que les psychologues qu'elle avait vus auparavant disaient qu'il fallait la mettre en unité protégée. Or, moi, j'étais intimement persuadé, en tant que mari, donc mal placé, qu'elle ne pouvait pas aller en être... Ma femme n'est pas quelqu'un de dangereux, ni pour elle, ni pour les autres. Et donc là, l'EHPAD a accepté de faire un test et de la mettre en unité protégée, et que si, vraiment, son comportement faisait que, ils avaient une place en unité protégée et en unité ouverte, de le mettre en unité ouverte. L'EHPAD étant fermée. Elle pouvait sortir dans le jardin, mais elle ne pouvait pas sortir de l'EHPAD, clairement. Et donc, ça, ils ont fait le test. Ça s'est bien passé, sauf que, alors, je suis désolé, je vais vous le raconter, sauf que quand ils se sont aperçus qu'elle n'avait pas besoin, ils l'ont mis en unité normale, sans me prévenir. D'accord. Ouais. Donc moi, je suis arrivé la voir dans l'unité protégée. Je suis quelqu'un d'extrêmement calme. Et là, j'ai pété un plomb. Parce que je la trouvais plus. Oui. Ils l'ont pas prévenu. Vous avez eu peur. Et j'ai eu peur. Et quand on a peur, puis j'étais blessé. Il n'y a rien de plus dangereux qu'un animal blessé. Et donc, j'ai mal réagi. Mais c'est comme ça. Donc, à ce moment-là, ils vous ont expliqué qu'ils l'avaient remise en unité normale. Ben oui, mais ils ne m'ont pas prévenu. Et vous savez, donc c'est la communication qui est très importante. Dans une entreprise, quelle qu'elle soit, une entreprise, j'entends de réunion de femmes et d'hommes, avec un objectif commun, avec du capital s'il en faut, mais etc. Le problème majeur à gérer, c'est le problème de communication. On sait que c'est 60-70% des problèmes, il y a le problème de communication. Enfin, ça fait un bout de temps que je ne travaille plus, mais je pense que c'est à peu près toujours d'actualité. Et même, ça doit être encore plus complexe, parce que maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est des fausses informations qui circulent, ce qui doit être encore plus complexe à gérer. Mais là, c'est manifestement un manque de communication.
J'aurais eu la communication, mais j'aurais été ravi. J'aurais dit, ils ont tenu parole, ils sont géniaux. Et là, j'étais furieux. Monsieur Cauchois, est-ce que vous pouvez nous parler des déclics que vous avez eus pour comprendre la maladie de votre femme ? Alors, tout le temps, je dois dire, c'est quelque chose de pas facile. Alors, pourquoi c'est pas facile ? Parce que, rétrospectivement parlant, des signaux, elle en avait envoyé, mais je ne les ai pas captés, je ne les ai pas compris. Et pour le mari, ça peut être la femme, aussi pour le conjoint, pour les parents, pour les enfants, c'est très difficile de saisir l'évolution de maladie de la personne qui est atteinte de maladie neurodégénérative. Alors, moi, j'ai pas vu des signaux. Elle a eu, par exemple, il y a quelques années, elle a eu un accident de voiture. Et ce qu'elle m'a raconté, c'était très bizarre, la manière dont elle a eu l'accident. Bon, alors qu'elle était entrée dans des voitures en stationnement. Oui. Et elle m'a dit que c'est une voiture en face qui l'avait cognée. Bon. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, mais je suis pas allé chercher plus loin. Et puis, il y a eu quelques déclics, donc j'en aurai un clair. Tout d'un coup, ma femme n'avait plus son alliance. Donc je lui demande, je lui dis, et ton alliance ? Elle me regarde, elle m'a regardé, un peu l'air effaré, elle a regardé son doigt, et puis rien. Bon, je lui dis, tiens, c'est bizarre, j'ai cherché avec elle, on a regardé dans les petits trucs où on mettait les bijoux, etc. Bon, je n'irai pas dans le détail. Donc elle ne savait pas vous répondre. Elle ne savait pas, est-ce qu'elle savait, voulait pas me répondre, je ne sais pas. Oui. Et Parce puis, que vous êtes peut-être posé d'autres questions à ce moment-là. Alors, non, c'est vrai qu'on peut mal le comprendre. Mais alors, sinon, c'est vrai que précédemment, il y avait déjà une petite bague que je lui avais offerte, qui avait disparu, qui a disparu 15 jours, qu'elle mettait. Et qui a disparu 15 jours, et au bout de 15 jours, je l'ai retrouvée à son doigt. Je ne sais pas quel voyage a fait cette bague pendant 15 jours, mais elle est toujours restée avec moi, ma femme, pas la bague. Et puis, sur l'alliance, un jour, je me souviens, je lave la nappe, je mets à sécher la nappe dans le sèche-linge, et puis quand je retourne à la fin vers le sèche-linge, j'entends un lot de bruit, donc je l'ouvre, et il y avait l'alliance dans le sèche-linge. Comment est-ce qu'elle est arrivée là ? Est-ce qu'elle était dans la nappe ? Est-ce que ma femme l'a mis dans le sèche-linge ? Est-ce que c'est une autre fois dans quelque chose d'autre ? Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Non, il y avait que la nappe. À sécher, il y avait que la nappe. Donc je ne sais pas du tout l'histoire. Et là j'ai compris que manifestement, il y avait des choses bizarres qui se passaient dans son cerveau. Ça a été pour moi le déclic. Et à part ça, tout allait bien. Non, elle était déjà, elle avait déjà des raisonnements qui sortaient de l'ordinaire, elle avait déjà des difficultés pour manger. J'ai dit tout à l'heure qu'elle était avec une maladie neurodégénérative et psychiatrique, c'est-à-dire qu'elle était à cheval entre les deux, donc c'est pas facile. Elle a été hospitalisée à Charles Perrin, donc c'est pas très facile pour moi de piger. Et revenant de Charles Perrin, elle allait bien. Et donc quand elle est retombée malade après, moi je comprenais pas très bien ce qui se passait. J'étais désarmé. Je l'ai pas compris tout de suite, moi. Je sais pas, ça, c'est quelque chose qu'il faut que les gens comprennent. C'est qu'on ne voit pas qu'en tant qu'accompagnant, enfin que mari, que père, mère, que fils, on ne voit pas les premiers signaux de détresse quand on voit le malade. On ne les perçoit pas. Il y a eu un jour où, dans 3 jours d'intervalle, j'ai vu un neurologue et un psychiatre. Et le neurologue m'a dit c'est un problème psychiatrique et le psychiatre m'a dit c'est un problème neurologique. Donc si même la faculté n'y retrouve pas sceptique, comment voulez-vous que le mari les retrouve ? Donc en fait, après cet épisode de l'Alliance, vous l'avez emmené faire des examens et on vous a dit que tout allait bien. Alors après l'épisode de l'Alliance, là j'ai été plus clair. Elle voyait déjà des neurologues un peu psychiatres et là j'étais plus clair avec ces gens. Je leur ai dit que la situation était devenue difficile parce que pour moi, ça voulait dire beaucoup de choses. Alors, c'est pas l'alliance, le fait d'être marié, pas marié, etc. Mais c'est le fait qu'elle ne savait plus où c'était et qu'elle n'avait aucune explication à donner sur cet événement. Aucune. Et quand on l'a retrouvée, elle a remis l'alliance tout de suite. Elle était avec un sourire. Donc, j'ai l'impression qu'elle était contente. Mais pour moi, ça a été le déclic de son évolution. Et ça a été aussi le moment où je suis allé voir, le CCAS de Bruges pour commencer à demander des aides et voir comment je pouvais être aidé, moi, pour s'occuper de ma femme le matin, le soir. Et ça a été un peu le début des aides à la maison. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'accompagnement de l'accompagnant au moment de l'entrée en EHPAD ? Alors, je pense qu'il faut parler avant d'entrer en EHPAD, il faut se faire accompagner avant.
il faut se faire accompagner pendant l'entrée en EHPAD et il faut se faire accompagner après. Alors, c'est facile à dire, hein, mais à vivre, c'est plus difficile. D'abord, il y a des organismes. Hein. Alors, je vais en citer un. Il y a le Relais des aidants à Mérignac. J'y suis allé. Je suis allé avec ma femme avant. Parce que je comprenais qu'il y avait beaucoup de choses qui m'échappaient, que je ne connaissais pas. Donc, je me disais, qu'est-ce que je fais? Alors, j'ai eu aussi un cas tout à fait familial et particulier. Mon frère aîné a perdu sa femme d'une maladie neurodégénérative. C'était un syndrome parkinsonien. Et donc, j'ai appelé relativement souvent mon frère, qui à ce moment-là s'occupait de sa femme qui était chez lui. Et il a eu la chance de pouvoir la garder jusqu'à la fin à la maison, et qui clairement m'a donné des conseils. Et puis des manières dont ça avait évolué, etc., dont lui avait réagi. Du coup, j'ai compris que lui, je ne suis peut-être pas content s'il entendait ça, mais je pense qu'il ne s'est pas assez fait aider. C'était mon ressenti vis-à-vis de lui. Et donc moi, j'ai eu la chance d'avoir cet exemple. Et donc je suis allé avoir des relais aidants. Je suis allé dans des cafés des aidants. Alors je suis allé dans un café, puis après il y a eu le Covid. Alors, c'était un peu difficile. Pourquoi? Tout simplement parce que de savoir que telle réaction de son conjoint ou de ses parents est à peu près normale, ou dans l'état où ils sont, bah, ça fait du bien. Et surtout, il faut, un mot que j'aime pas, mais il ne faut pas culpabiliser la situation. Vous n'y êtes pour rien si votre femme ou votre mari est malade. Vous n'y êtes pour rien si votre père, votre mère est malade. Vous n'y êtes pour rien si c'est même parfois des enfants. Ces maladies, ce n'est pas réservé malheureusement aux gens qui ont plus de 60, 70 ans. Il y a des gens de moins de 40 ans qui ont des maladies neurodégénératives. C'est affreux, mais c'est comme ça. Et donc, il faut déculpabiliser. Et aussi, il ne faut pas s'y donner à 100%. Parce que si on se donne à 100%, c'est très clair. Hein, un tiers des aidants s'en vont avant l'aider. S'en vont, dire décèdent. Hein. Clairement, un tiers. Si on veut être vraiment celui ou celle qui accompagne, il faut s'occuper de soi-même. Alors moi, je n'ai pas été accompagné au moment de la boulimie en impasse, c'est en plein mois d'août. On ne s'appelle pas les aides-soignants, mais les personnes qui m'ont accompagné à l'hôpital. Alors, je retrouvais le nom tout à l'heure, ça m'échappera. Voyez, moi, de temps en temps, j'ai aussi mes petits trous. Qui m'a dit, mais elle était en vacances, cette dame. Elle est revenue pendant ses vacances, gentiment, parce qu'elle était sur Bordeaux. Mais bon, elle m'a dit, il faut que vous mettiez votre femme à l'EHPAD. Et puis c'est tout ce qu'elle m'a dit. Puis après, j'ai eu des listes. Après, vous avez des listes d'EHPAD. Elle m'a donné des listes d'EHPAD. Elle m'a donné des numéros de téléphone. Alors, et puis elle pouvait pas, mais elle ne voulait pas me dire que l'EHPAD est mieux que d'autres. Elle me l'a pas déontologiquement, elle ne pouvait pas. Bon, il faut arriver à comprendre à travers ce qu'elle disait par rapport à la situation de ma femme. Tel EHPAD, mais en plein mois d'août, Covid, c'était compliqué. C'était compliqué, c'est affreux. Oui, il faut écouter les assistantes sociales. Oui. Elles sont de bons conseils. Alors, je dis une chose aussi, je ne savais pas, et mais donc j'ai découvert. Vous avez eu affaire à une assistante sociale? Oui, à l'hôpital. Alors, je vais à l'hôpital Saint-André. D'accord. Une dame très gentille. Qui vous a orienté? Qui m'a orienté, qui m'a aidé. Et puis, vous avez aussi, c'est le rôle du département. Les EHPAD sont un peu sous tutelle, entre guillemets, je ne sais pas quel est le terme exact, mais des départements. Et là, il y a une équipe. Alors, ça dépend des départements. Je vous ai parlé de mon frère. Lui, qui est en région parisienne, il m'a dit, honnêtement, je n'ai pas eu de répondant. Moi, je suis tombé sur des gens extraordinaires, de dévouement, de gentillesse, avec de bonnes idées. Des gens qui, pendant le Covid, c'était des gens du département qui m'ont appelé, qui m'appelaient pour savoir comment j'allais. Chapeau, hein, mais et là, une dame en particulier, ou deux dames, je leur dis, mais à chaque fois que vous m'appelez, vous me dites quelque chose de gentil, et vous avez une bonne idée. Que je n'avais pas, moi. J'avais pas la bonne idée. Donc ça, ce sont des personnes du département qui vous ont suivi? Oui. Très bien. Vraiment, n'hésitez pas. Et c'est vous qui les avez contactés en premier lieu? Au départ, oui. Ok. Mais après, oui, parce que... Vous avez quand même cherché de l'aide autour de vous? Oui, non, mais c'est-à-dire que je suis allé au CCAS de Bruges, c'est eux qui m'ont dit, voilà, il y a telle personne, etc. Il faut arriver à un moment... Alors, j'aime pas trop l'expression, mais il faut plugger avec le système. Il n'y a pas de guichet unique, mais il faut plugger avec le système. Et à partir du moment où vous avez rencontré une personne, et qu'une personne qui soit digne de confiance, ça fonctionne bien.
Ça fonctionne bien. Les classements GIR, hein, les classements d'autonomie, au-delà du droit, parce qu'il y a des droits, il y a des devoirs. Hein. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce qu'on peut vous apporter? C'est là que le relais des aidants de Mérignac m'a été cité. Je suis là aussi. Alors aussi, ma femme était, j'ai oublié de vous le dire, ma femme était en accueil de jour avant d'être à l'hôpital, elle était en accueil de jour, avant le Covid. En accueil de jour, elle était bien prise en charge. Et cet accueil de jour m'avait aidé, elle m'avait dit, regardez telle personne, regardez telle démarche à suivre, faites ceci, faites cela, est-ce que vous avez pensé à ceci? Elle était en accueil de jour dans des EHPAD. Elle a fait 2 EHPAD en accueil de jour. D'accord. Voilà. Les choix, d'ailleurs, c'est souvent la voie royale un peu. C'est-à-dire que la personne qui a besoin d'aller en EHPAD va d'abord en accueil de jour. Elle est connue à ce moment-là, elle est reconnue. Et bien souvent, elle reste après, quand la situation l'exige, elle rentre dans l'EHPAD où elle était en accueil de jour. Ça n'a pas été mon cas. Voilà, elle a fait 2 EHPAD en accueil de jour, et ensuite un 3e, puis le 4e ici. Oui. D'accord. Oui. Parce qu'il y a eu Covid d'abord, les EHPAD, les accueils de jour c'était avant le Covid, et ensuite, parce qu'elle est tombée malade d'un seul coup, brutalement. Hein. Quand je dis je vous dis tout à l'heure, j'étais en train de lui mettre un collier, finir la toilette, j'étais en train de mettre un collier, et elle est tombée chiffre molle. Je n'ai pas pu la retenir. Oui. Elle est tombée d'un seul coup. Et elle allait en accueil de jour avant ça? Oui. D'accord. Oui. Elle allait quelques jours avant, mais avant le Covid, parce qu'avec le Covid, l'accueil de jour était fermé. Oui. Vous disiez que vous venez tous les jours à l'EHPAD. Est-ce que vous avez une vie sociale ici? Comment ça se passe? Alors, tout d'abord, oui, c'est vrai, je viens tous les jours. Alors, il y a une exception. Tiens, j'ai oublié de vous le dire. Il y a une exception le mardi. Je ne viens pas. Le mardi, c'est ma femme qui vient à la maison. Alors, il y a un système de bus qui s'appelle Mobibus, qui dépend des bus de Bordeaux. La ville de Bordeaux, oui. La ville de Bordeaux, et qui est un système remarquable. C'est-à-dire qu'ils viennent à l'EHPAD chercher ma femme dans son fauteuil, et ils l'amènent jusqu'à la maison dans son fauteuil. Alors, ils viennent la chercher je vous donne les gars, à 14h10, elle est à la maison vers 14h30, et ils reviennent vers 16h45 à la maison, chercher ma femme et la ramènent à l'EHPAD. Super, ça veut dire que vous pouvez passer du temps chez vous avec votre femme. Ma femme est à la maison, elle retrouve un peu ses repères. Alors, au début, j'ai discuté avec la psychologue de l'EHPAD, de savoir si c'était une bonne chose, etc. Avec l'infirmier cadre, pour savoir si c'était une bonne chose, parce qu'on ne sait pas si c'est une bonne chose pour la personne. On ne sait pas ce qu'elle voit au fond d'elle-même. Hein. On ne sait pas. C'est qu'on ne sait pas si quand elle est contente, si c'est pour vous faire plaisir, si elle est vraiment contente. Bon, puis il y a des moments où on le sent quand même. Quand on est le mari, on voit les yeux. Moi, j'échange beaucoup avec ma femme par les yeux. Beaucoup. Et puis, anecdotiquement, j'étais parti pour un autre sujet, mais je change de sujet. On sort du Covid avec ma femme. Tous les deux, on a eu le Covid. 8 jours. Depuis 2 ans et demi, c'est la première fois où j'étais absent pendant 8 jours pour aller la voir. J'avais l'estomac noué, mais je ne suis pas allé la voir. J'ai même pris un jour de plus de distance parce que j'estimais que vis-à-vis de l'EHPAD, je devais faire attention. Et quand je suis venu vendredi dernier la voir, j'étais un peu, est-ce qu'elle va me reconnaître? Qu'est-ce qui va se passer? Et quand je suis arrivé, elle m'a fait un sourire. Et elle m'a fait la fête, qui prouvait bien qu'elle était contente de me retrouver. Oui. Ça, c'est clair. Elle était contente de me retrouver. Et comme elle vous voit tous les jours, vous ne savez pas trop si... Oui, si, elle me fait un sourire, mais là, j'étais content. Et je me suis dit en moi-même, ça vaut le coup d'avoir eu le Covid pour avoir le sourire et la manière de ce qu'elle m'a... l'accueil que j'ai eu. Ça valait le coup. Et alors là, j'étais sur une autre question qui était juste avant. Oui, est-ce que vous avez une vie sociale? Alors, la vie sociale. Alors, il y a quelque chose d'assez particulier, je trouve. C'est qu'à force de venir tout le temps, on est connu. Oui. Alors, on est connu par le personnel. On est connu par des résidents. Oui. Et c'est vrai. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quelque chose d'assez particulier. Il y a, dans les chambres autour de celle où est ma femme, il y a des résidents avec qui je suis rentré en relation. Petit à petit. Il y a aussi un autre accompagnant avec qui je suis rentré en relation.
petit à petit. Puis vous faites un petit pas. On se retrouvait dans le parc en train de pousser nos épouses avec les autres résidentes. Bonjour monsieur, bonjour madame. Vous allez bien? Qu'est-ce que vous faites là? Bon, et c'est votre femme. Ah bon, et vous êtes là? Oui, oui. Et puis, mais vous êtes là parce que, ben voilà. Et puis ce sont des gens qui ont un certain âge, mais qui ont toute leur tête. Qui ont vraiment toute leur tête. Et qui sont d'une gentillesse maintenant, avec ma femme et avec nous, assez extraordinaire. Il y a un lien, et ça s'est traduit comment? Eh bien, je ne sais pas comment ça a débuté, je ne m'en souviens pas. Ou est-ce que j'ai un trou, moi aussi, ce que ça veut dire? C'est que nous jouons au Scrabble, quasiment tous les jours. Nous jouons au Scrabble avec des résidents, avec d'autres accompagnants. Et systématiquement, on joue. Et donc vous êtes avec votre femme est avec vous à côté? Ah, ma femme est à côté, elle ne joue pas, hein, elle ne peut pas. Non, mais vous êtes avec elle. Mais elle est avec moi, il y a les autres résidents, il y en a qui sont en fauteuil, il y en a qui sont autonomes, et nous jouons au Scrabble quasiment pendant une bonne heure, 1h30. Et je ne savais pas jouer au Scrabble, je l'avoue. J'ai pris plaisir, et ça fait partie d'un lien social très, très fort. Et aussi, ça permet de rencontrer des gens. Allez, je veux dire un petit truc qui est vrai, c'est que des gens que dans la vie, je ne les aurais pas rencontrés. Il y a un monsieur qui était procureur de la République à Bordeaux. J'aurais pu le rencontrer, mais dans une situation où on était chacun d'un côté et de l'autre. Bon, j'aurais pu se faire. Oui, ça aurait pu se faire. C'est monsieur Lataste que j'ai interviewé je donne pas de nom. Je donne pas de nom. Non, moi, podcast. Moi, je ne donne pas de nom. Mais je ne sais pas s'il en parle. Je ne sais pas ce qu'il en dit. Mais c'est quand même amusant de retrouver une personne qui était procureur de la République. Bon, ne faites pas de moi un délinquant. Je n'étais pas un délinquant, mais j'ai eu un métier où de temps en temps, je me retrouvais au tribunal. J'ai gagné 9 procès sur 10 que j'ai eu. Qu'est-ce que vous faisiez? J'étais dans la grande distribution. Okay. Il y a un moment où il fallait faire un peu avancer, par exemple sur la parapharmacie, etc. Bon, je ne veux pas revenir là-dessus, moi, ça fait 15 ans que je ne travaille plus. Par rapport à l'image qu'on a de l'EHPAD, de savoir ce qui se passe avec ces gens qui sont soit résidents, soit accompagnants. Il y a un résident, un monsieur, un accompagnant, pardon, qui pour moi m'a servi de mentor, c'est-à-dire qui m'a expliqué des choses de cette EHPAD, qui m'a expliqué clairement et très gentiment ce qu'il fallait un peu faire, pas faire, ce qu'il faisait avec sa femme, c'est-à-dire que du coup moi j'ai compris qu'il y a certaines réactions que j'avais vis-à-vis de ma femme qui étaient déplacées. C'est assez extraordinaire, et je me permets aussi de faire des conseils, si je puis dire, je ne sais pas comment dire, auprès d'autres accompagnants. On se retrouve avec... Donc c'est un échange de bons procédés. Alors c'est au-delà d'un échange de bons procédés. Alors c'est plus que ça. C'est plus que ça parce que ça veut dire que aujourd'hui, quand je viens pas uniquement pour ma femme. Je viens aussi pour les autres résidents. Et quand de temps en temps, ils me demandent de faire poster une lettre, etc. Mais je le fais avec grand plaisir. Et parfois un peu difficile parce que je ne sais pas ce que j'ai le droit de faire, pas le droit de faire par rapport à l'EHPAD. Il faut pas que je vous mette avez envie les d'être là pour les autres. Absolument, mais absolument, c'est pour moi une découverte. Je connaissais pas les EHPAD avant. Avant la maladie de ma femme, je vous aurais parlé d'un EHPAD de manière extrêmement... je prends esprit le temps là pour m'amuser. Mais non, je connaissais pas les EHPAD. Et par rapport à avant, quelle image vous en avez aujourd'hui? Est-ce que vous aviez peut-être une image préconçue? Alors, c'est dur la question que vous me posez parce que l'EHPAD, c'est un enfermement. C'est un enfermement pour la personne qui y est, et c'est un enfermement pour l'accompagnant. Et donc, il faut sortir de ce carcan d'enfermement. Alors, justement, vous disiez que votre femme, elle pouvait sortir. Les personnes peuvent sortir de l'EHPAD, c'est pas forcément un enfermement. Ah, mais c'est juste un cadre. Il faut sortir de là. Au départ, c'est ressenti. Alors, je me suis mal exprimé. Oui. Au départ, c'est ressenti comme un enfermement. D'accord. Et en fait, ce n'est pas un enfermement, mais c'est vous qui devez être moteur que ce ne soit pas un enfermement. Alors moi, je suis objectivement vous maintenant... L'aidant doit faire en sorte que ce ne soit pas un enfermement. Voilà, c'est à lui, à lui ou à elle, pardon, l'aidant, enfin, de faire en sorte. Et puis, moi, j'ai rencontré des gens extraordinaires. Là, je parle comme gens, des professionnels qui travaillent à l'EHPAD, qui sont extraordinaires. Les aides-soignantes qui s'occupent de ma femme, à 90%, il n'y a quasiment que des femmes. Alors, quand elle était à la maison, il y avait des hommes qui venaient aussi. Mais là, c'est quasiment essentiellement des femmes. Mais qui sont d'une gentillesse, d'un dévouement avec elle, extraordinaire.
On est loin du livre sur les EHPAD qu'il ne faut pas généraliser. Et puis ces dames qui me disent, il faudrait faire ceci, il faudrait voir cela pour votre femme. Moi, je suis un peu désorienté. Est-ce qu'elle a besoin de tel ou tel produit? Je ne sais pas. Ils me le disent très gentiment, il n'y a plus tel produit. Alors on m'a dit, il faudrait acheter qu'un petit produit pour nettoyer les ongles de votre femme. Je vais l'acheter, je vais le trouver. Mais moi, je ne vais pas spontanément avoir toutes ces idées. Mais les aides-soignantes vous disent, il y a ceci, il y a cela, tenez, regardez. Et puis quand elle parle à ma femme. Je crois que la moyenne d'âge des EHPAD, c'est peut-être 84, 85 ans. Ma femme, quand elle est rentrée, elle avait 68 ans. Hein. Ouais. Donc elle était un peu un peu particulière, j'employais le terme, un peu légérie pour certaines personnes. Et je voudrais finir sur les autres résidents qu'il y a. Oui. Mais quand ma femme était Covid, il y a une résidente qui m'a appelé au téléphone pour donner des nouvelles de ma femme. Alors qu'elle n'était pas rentrée, parce qu'elle n'avait pas vu. L'EHPAD m'a appelé, hein. Oui. Mais il y a une résidente qui m'a appelé. Et qui voulait savoir comment j'allais, parce qu'elle avait appris que j'avais aussi le Covid. C'est extraordinaire. Oui. C'est fabuleux. Rien que ça vaut le coup. Ces rencontres, ça vaut le coup, je dis bien, de venir à l'EHPAD. On peut dire que vous êtes fait des amis. Ah, on peut dire que je me suis fait des amis. Oui. Oui, il y a une différence essentielle. Ouais. Et qui est très dure. C'est qu'il n'y a pas d'autre issue. Allez, pas les gens qui sont. C'est tout. C'est pas des amis comme vous avez dans la vie. Ben non, là, vous savez que ça se terminera. Ouais. Je sais que ma femme, ça se terminera. Je sais. Mais je ne le crois pas. Je ne crois pas. Et je garde ses affaires à la maison parce que pour moi, elle reviendra à la maison. Quand on en avait parlé la dernière fois, vous m'aviez parlé de deuil blanc. Oui. Alors, c'est une expression que quelqu'un m'a donnée. Je ne parlais pas de moi. C'est un deuil. Hein. À la maison, je suis tout seul. On a 4 fils. Ils sont d'une gentillesse. Ils sont durs avec moi. Ils sont exigeants avec moi. Hein. Bon. Mais qu'est-ce qu'ils sont gentils. Ma femme, je le dis, elle appelait ses belles-filles ses belles-filles. Je trouve que le terme est d'elle, qu'il est joli. Et elles sont vraiment des belles filles, toutes les 4. Et quand vous dites que vos fils sont exigeants avec vous, dans quel sens? Alors dans le sens qui me pousse à ne pas me laisser faire. Oui. Ils me poussent à ne pas me laisser faire. Pour votre bien. Ah mais poussent pour mon bien. Clairement, ont bien compris que leur mère n'était plus la mère qu'ils ont eue pendant longtemps, etc. Eux, ils l'ont compris. Et ils l'ont accepté. Oui. Moi, je l'ai compris, je ne l'ai pas accepté. Oui, il y a tout un travail d'acceptation à faire. Mais le travail d'acceptation, je la ferai. Vous le faites au fur et à mesure. Je la fais petit à petit, mais je vous ai dit que 30% des aidants partaient avant l'aider. Alors moi, mon obsession, mais j'en sais rien, c'est pas moi qui décide, hein, mais mon obsession, c'est de partir avant elle. Je veux pas partir avant elle. Je veux pas. Alors, je connaissais pas ce chiffre, ça fait beaucoup quand même. Ben oui, c'est énorme, mais c'est comme ça. C'est le chiffre qu'on m'a donné, hein, j'ai pas... Est-ce que c'est parce que ces personnes s'investissent énormément et se fatiguent ou stressent? D'abord, il y a un effet, pardonnez-moi, c'est affreux, mais il y a un effet statistique. Oui. Les maris sont plus âgés que les femmes. Oui. Donc quand les femmes rentrent en EHPAD, ben, son mari est assez âgé. Voire il n'est plus là d'ailleurs déjà. Hein. Et donc il se fatigue rapidement. Oui. Et puis, s'il ne se régénère pas... Moi, le matin, je me régénère, je m'occupe de moi le matin. Il faut se régénérer. Oui. Si on ne se régénère pas, eh ben, on glisse doucement. Bien sûr, oui. On glisse doucement. Mais il y a déjà un effet statistique affreux, démographique. Oui. C'est comme ça. Hein, Vous devez absolument prendre du temps pour vous pour pouvoir en consacrer à votre femme. Absolument. C'est essentiel. Mais plus vous vous occupez de vous, meilleur sera votre accompagnement auprès de votre conjoint. Est-ce que votre femme, vous la sentez heureuse ici? Est-ce que je l'espère heureuse? Oui. Est-ce que je la ressens heureuse? Non. Je pense qu'elle est mieux ici. D'abord, je vais essayer de répondre. Je pense qu'elle est mieux ici qu'à la maison.
D'accord, ça c'est important. Ça, je pense qu'elle est vraiment mieux ici qu'à la maison, parce qu'ici, elle est chez elle maintenant. Sa chambre, c'est chez elle. Alors sa chambre, et ça je crois dans tous les EHPAD et dans tout, il y a des tableaux, j'ai mis les tableaux qu'elle aimait, il y a des photos de tous nos 8 petits-enfants, de nos filles, de nos belles-filles, il y a un arbre généalogique, je lui ai amené qu'un meuble, il y a sa table de nuit, elle est une sorte de chez-soi, qu'elle arrive à créer son chez-soi. Alors je ne vous l'ai pas dit, mais bon, moi de mon côté, j'ai 4 pontages coronariens, j'ai 4 stents, donc je me fatigue assez vite. Donc je risque d'avoir un pépin. Et donc elle est mieux à la maison. Alors après, ce qui me fait dire que... Elle est mieux à l'EHPAD, vous voulez dire. Elle est mieux à l'EHPAD. À l'EHPAD, je dis oui, oui. Oui, mais c'est pas neutre. C'est pas neutre, ce que je viens de dire. C'est un lapsus révélateur. C'est-à-dire que moi, je la rêve à la maison. Oui. Je reconnais le lapsus. Deuxième chose, c'est que quand je l'emmène, il y a un ascenseur, et dans l'ascenseur, il y a une glace. Et moi, maintenant, je rentre ma femme en marche arrière pour pas qu'elle se voie dans la glace. Ouais. Alors pourquoi ? Parce que je l'ai vue plusieurs fois, avec des larmes aux yeux, se voyant dans la glace. Donc je pense qu'il y a des moments où elle perçoit la réalité. Alors elle est à côté de moi, là, je le dis. Mais il y a des moments où elle perçoit la réalité. Et là, je pense qu'elle est triste. Mais quand vous la regardez, puisqu'elle est à côté de moi, elle est souriante, elle me regarde. Voilà, ça reste ma femme. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'ici. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à nous faire un retour via la plateforme de podcast sur laquelle vous nous écoutez. Si vous souhaitez envoyer un message de soutien à notre invité, vous pouvez le faire en vous rendant sur la page Facebook de Sonotone ou sur notre site internet www.linesti.com. Nous lui transmettrons avec plaisir. Si vous aussi vous souhaitez témoigner ou connaissez une personne qui souhaiterait le faire, contactez-nous via le site internet de l'Inesti. Si vous aimez notre podcast, laissez-nous 5 étoiles. Cela permettra à Sonotone d'acquérir plus de visibilité. À bientôt!